Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence à destination des seniors. Aujourd'hui, on va vous apprendre à lire les étiquettes alimentaires. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Adapsia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation. Je suis Pascal Massias, je serai votre hôte aujourd'hui. Donc moi, je fais de l'accompagnement au déménagement des personnes âgées dans le département de l'Allier. Je fais également des conférences et des visioconférences et je file un coup de main à Gwendoline sur la modération de ces visioconférences. Vous pouvez vous inscrire sur notre site movadom.eventbrite.com à toutes nos prochaines visioconférences. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la barre de chat. Je vois déjà des messages arriver. Bonjour à tous. Je répondrai à vos difficultés techniques. Laure, si on a des questions intéressantes, je vous interromprai si vous n'avez pas le temps d'y répondre. Et puis à la fin, on fera on fera un petit défilé, on répondra à toutes les questions et on ouvrira vos micros pour que vous puissiez poser vos questions et faire vos propres commentaires. Laure, je vous laisse prendre la main sur la conférence et vous présenter. Bien sûr. Alors, prendre le contrôle, super. Donc, je suis Laure Compas, diététicienne nutritionniste. Alors, moi, je suis en Normandie, comme quoi avec la visio, tout est possible. Et aujourd'hui, on va parler des étiquettes alimentaires. Alors, juste une petite précision, je ne suis ah d'accord, super, ça y est, excusez-moi, la précision n'a pas lieu d'être, on a tout bon. Donc si vous avez il est encore temps si vous le souhaitez, d'aller chercher peut-être quelques emballages alimentaires dans vos placards, afin que, nous puissions peut-être avoir un exemplaire sous les yeux. C'est des fois plus pratique quand on a quelque chose de concret sous les yeux, pour rendre les choses un petit peu plus interactives. On est tous coincés chez nous, donc de toute façon, vous avez le temps. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour aller chercher un emballage alimentaire pour, ceux qui ne les auraient pas, qui n'auraient pas eu, l'initiative de le faire. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment que l'on puisse voir concrètement, ce qu'il y a sur nos emballages alimentaires et pour ceux qui ont besoin, peut-être même prendre une loupe parce que souvent c'est écrit en tout petit, petit, petit C'est et vrai, ça donc c'est vrai. oui, c'est vrai. Et pourtant, la réglementation a changé, mais on a l'impression que les choses restent quand même, rikiki. En plus, sous les néons des supermarchés, on n'y voit rien du tout. Donc voilà. Donc dans un premier temps, on va voir ensemble pourquoi l'importance des étiquettes alimentaires et puis, comme je vous le disais, on va dans un deuxième temps, on verra justement ce que la réglementation nous impose et où nous en sommes sur, justement ces étiquetages alimentaires et sur ce que, nous consommateurs, on doit retrouver, que ce soit dans les, supermarchés ou que ce soit sur, les ventes, à emporter. Quelles sont les informations que nous devons retrouver à ce niveau-là? Donc voilà. Donc sur les emballages alimentaires, vous, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous souhaitez recevoir comme information sur vos emballages alimentaires? Qu'est-ce qui vous semble primordial d'avoir? Alors souvent, c'est vrai qu'on va être attiré par une belle photo, mais qui est, on va dire trompeuse puisque c'est pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Donc voilà, donc les calories, merci Cathy. Quoi d'autre? Les dates effectivement de consommation. Les dates limites de consommation. La provenance et en fait, vous allez voir que sur les emballages alimentaires, aussi petits soient-ils, il y a une quantité d'informations très importante, mais aussi une quantité d'informations qui vont vous servir à rien. Donc comment vous devez faire au quotidien pour vous dire: «Bah, limite, voilà ce dont j'ai besoin, voilà savoir si le produit que j'achète est bien en adéquation avec ce que j'imagine qu'il contient». Parce que c'est ça la problématique, c'est qu'on achète un produit en pensant, r avoir par exemple, je sais pas moi, là je vous ai les petits beurres, voilà. Est-ce que quand ils sont bio, le logo bio, est-ce que c'est le petit beurre qui est bio? Qu'est-ce qui est bio dans le petit beurre? Ou est-ce que c'est juste l'emballage? Parce que l'effet marketing prend aussi une place très importante. Donc c'est vrai qu'on va essayer de voir tout ça, savoir ce qui est vraiment important de retenir et puis on fera un lien justement par rapport aux informations que vous pouvez trouver. Alors je cite Yuka, mais aussi sur, les ABCD, les Nutri-Score. Savoir
eux, le Nutri-Score et Yuka, qu'est-ce qu'ils prennent comme information pour vous dire si la proposition, elle est bonne ou pas bonne? Donc voilà. Et donc effectivement, Cathy, on verra aussi tout ce qui est proportion, les quantités que nous avons et comment voir si la proportion est bonne ou pas au niveau de ce que nous, on imagine, par rapport à un produit que l'on sélectionne et pourquoi il vaut mieux sélectionner ce produit plutôt qu'un autre. Donc comment déchiffrer une étiquette alimentaire? Donc la base de l'étiquette alimentaire, c'est déjà qu'est-ce qu'il y a dedans? De quoi se compose le produit? Quelles sont les listes des ingrédients? Et c'est là où on peut se faire finalement avoir parce que la liste des ingrédients, si vous regardez sur vos emballages, eh bien, il y a beaucoup d'informations. La liste peut être très, très longue. Alors que vous, quand vous faites un plat, vous imaginez pas que vous mettez autant de choses dedans. Donc voilà. Donc on va regarder trop d'informations, que chercher? Comment avoir l'impression qu'on a un réel produit et que le produit correspond à nos besoins? Donc trop d'informations tue l'information. Donc il faut vraiment savoir où cibler l'intérêt de l'étiquetage alimentaire. Donc l'ordre des ingrédients. Les ingrédients, ils sont toujours notés du plus important au moins important. Ça, il faut le savoir. C'est pas noté dans n'importe quel ordre. Il y a une législation C'est en qui termes de nous quantité? en termes de quantité, exactement. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours le produit le plus important vers le produit le moins important. Et quand on a un produit qui fait ou un ingrédient qui fait moins de 5 du produit, on n'est pas obligé, l'industriel ou la personne qui fabrique le produit n'est pas obligé de le stipuler, sauf s'il y a un risque d'allergène. L'allergène, c'est l'ingrédient qui fait que vous, si vous êtes allergique à cet ingrédient ou à cette particule, vous pouvez avoir une réaction. La différence pour ceux qui sont, pour faire une petite précision, entre allergie et intolérance, allergie, vous en mangez, vous faites une réaction. Par exemple, la cacahuète, s'il y a une trace d'arachide dans un produit, vous allez faire une réaction, risque d'œdème de coinque, enfin voilà. Si vous êtes intolérant, ça veut dire que vous pouvez consommer une toute petite fraction du produit. Donc, il n'y a pas de risque direct de réaction. Mais il peut y avoir une accumulation si vous en mangez trop. Donc voilà. Donc ce qu'il faut, c'est faire attention à ça. Pour Marc, effectivement, le sel et le sucre, alors le sel et le sucre doivent toujours être stipulés, même s'ils sont en dessous de 5. Ce ne sont pas des allergènes, mais on part du principe que, c'est quand même des ingrédients. Il y a un risque pour le sel d'hypertension, de choses comme ça et pour le sucre, la quantité de sucre, on verra dans un deuxième temps, vous l'avez d'office sur les tableaux récapitulatifs au niveau des calories, au niveau du poids. Donc d'office, vous l'avez. Mais sur la liste des ingrédients, effectivement, on aura quand même sel et sucre d'office puisqu'il y a un risque pathologique sur des grandes quantités. Voilà, ça fait partie de la réglementation. Donc l'ordre des ingrédients, ça va toujours du plus important au moins important. Je vous propose un exemple concret. Par exemple, les cannelloni à la bolognaise. Qu'est-ce qu'on est censé retrouver comme ingrédient sur ce type de produit? Voilà. Vous, qu'est-ce que, en tant que consommateur, vous imaginez trouver dans la liste des ingrédients? Il y a du cheval ou pas dedans? Accessoirement, voilà. Donc en gros, moi, si je fais des cannelloni, à la bolognaise, je vais avoir la pâte, des cannelloni, je vais avoir de la viande, sauce tomate, limite peut-être un peu de carottes, d'oignons et puis, un peu de fromage râpé si j'ai décidé qu'elles étaient gratinées et puis, peut-être un peu de béchamel et encore ça dépend des recettes. En gros, j'ai entre 5 et 10 ingrédients maximum pour réaliser cette recette des cannelloni, à la bolognaise. Alors, petit À la aparté, maison? à la maison, on est d'accord. Forcément, je vous donne des exemples qui sont énormes, c'est-à-dire des plats tout prêts, des choses qui sont, des plats ultra travaillés, puisque sinon, la liste des ingrédients, on ne pourrait pas l'avoir. Donc forcément, on base sur des extrêmes. Mais si vous étiez à la maison et que vous faisiez, vous prépariez cette, recette de cannelloni à la bolognaise, effectivement, vous auriez une quantité entre 5 et 10 ingrédients maximum, mais 5 c'est déjà pas mal. Et bien là, nous avons sur cette, sur cette recette 25 ingrédients, sans compter les ingrédients d'ingrédients. Donc en gros, comme ils sont toujours rangés du plus important au moins important, ça permet tout de suite de savoir ce qu'eux mettent en priorité par rapport à ce que vous auriez mis en priorité dans la liste des ingrédients. Toujours pareil, par rapport à nos 5 ingrédients, si nous avions fait la recette maison,
on voit bien que vous, ce qui aurait été le plus important, limite, c'est soit la viande, soit la pâte, le blé. Et puis après, vous auriez sauce tomate et gruyère. Et après, peut-être que vous auriez entre deux carottes et oignons. Donc là, on va voir ce qu'eux mettent en premier. Eh bien, en premier, c'est de l'eau. Ça veut dire que, en gros, vous achetez de l'eau, puisque c'est l'ingrédient le plus important en poids. Donc, ça veut dire aussi que pour que le produit réchauffe ou pour que le produit prenne un aspect cohérent, il faut quand même qu'il y ait de l'eau. Sinon, au réchauffage, il n'y aurait pas de quoi se mettre en température non plus. Ensuite, c'est des pâtes précuites, de la viande de bœuf. Et là, on le verra tout à l'heure au niveau des pourcentages. Et je reviens sur tout à l'heure la portion légumes, poissons, par exemple, de Cathy. Eh bien là, vous avez 7 de viande sur la totalité du produit et vous avez que, en gros, 6 de purée de tomates. Plus après, vous avez la pulpe de tomate, des oignons, la viande précuite épicée, vous avez 3,1 en point, après. Ça veut dire qu'en gros, vous avez maximum 10 de viande sur la totalité du produit. Voilà. Donc ça, c'est tout bête, mais ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous achetez exactement. Est-ce que vous achetez un produit qui correspond à vos attentes ou pas? Et ça vous permet aussi de faire une comparaison. Cette comparaison aura lieu sur la liste des ingrédients, aura lieu aussi des fois sur le prix du plat tout prêt, par exemple, que vous êtes en train d'acheter. Est-ce qu'un plat de grande marque justifie ou pas le prix? Est-ce que la différence sur les plats tout préparés entre s'ils sont en rayon épicerie, au rayon surgelé ou au rayon frais, est-ce qu'il y a une différence? On le verra tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est vrai que la liste des ingrédients vous apporte une information intéressante pour savoir si le produit correspond à votre idée de la recette et à ce que vous imaginez consommer. Donc là, je vous mets la liste des 25 ingrédients. Vous avez aussi sur la liste des ingrédients des additifs alimentaires et qui sont souvent avec des terminaisons très importantes. C'est des noms scientifiques, donc c'est les E quelque chose suivi d'un numéro. Ce E quelque chose, c'est pas forcément quelque chose qui va être chimique ou synthétique. C'est juste que ça vous avez déjà vu ô combien il est dur de lire les ingrédients. Donc si en plus on devait vous en rajouter pour le E quelque chose, ça veut dire que ça sera écrit encore en plus petit, donc difficulté de lecture. Donc le E quelque chose, c'est un additif alimentaire qui est ajouté en faible quantité à des aliments pour conserver une saveur, une texture, une apparence. Ça peut être effectivement de composition chimique, mais c'est aussi, la plupart du temps, quelque chose de tout à fait naturel, mais avec un nom énorme ou très long, et donc on a un diminutif. Et donc, ça rentre aussi dans une réglementation pour savoir que les E quelque chose, si vous allez sur Internet, vous allez trouver la dénomination et vous allez trouver le classement. Il y a un classement. On ne fait pas ce qu'on veut avec ces additifs alimentaires. Donc, les additifs alimentaires, ils servent pour les colorants. Et donc là, alors après, c'est revu et corrigé. Et c'est ce qui fait que finalement, vous allez avoir une couleur qui va être appétante. Donc, et ce qui fait que, par exemple, le cas du jambon, typiquement, on veut un jambon rose, mais si on ne met pas de sulfite, il n'est pas rose, il est gris. Et là, tout d'un coup, il est nettement moins agréable parce qu'on n'est pas conditionné pour que notre jambon soit gris. On est conditionné pour que notre jambon soit rose. C'est juste un changement de perception finalement, mais ça a toujours été comme ça. Alors pourquoi on changerait les choses? Donc les sulfites, effectivement, ça rentre dans les E quelque chose. Et ce n'est pas forcément quelque chose de chimique, mais c'est ajouté au produit pour qu'il corresponde à notre attente. Les conservateurs, c'est ce qui permet d'empêcher ou de retarder des modifications des micro-organiques et de nos denrées alimentaires. Si tout d'un coup, vous avez un produit qui, je prends les cannelles, si au lieu d'être bien rondes, elles sont un petit peu aplaties, ce qui est déjà le cas quand vous ouvrez la barquette, à un moment donné, vous allez vous dire: «Ah ben non, c'est pas ça que je veux». Donc on a besoin aussi de ces conservateurs pour que les produits gardent un aspect cohérent et qui puissent être mangés jusqu'aux dates limites de consommation et pas avant. Alors, Patrick, il n'y a pas de pourcentage d'eau sur les listes d'ingrédients parce qu'en fait, au réchauffage, vous n'allez pas avoir la même problématique. Donc, on ne met pas le pourcentage d'eau, mais à partir du moment où c'est en premier, ça veut dire que c'est ce qui est le plus abondant. Voilà. Ensuite, dans les E quelque chose, vous avez les antioxydants
principalement dans tout ce qui est fruits et légumes. Quand vous achetez une salade, je pense aux salades toutes prêtes, si tout d'un coup la salade, elle devient plutôt jaune et que la tomate cerise, elle fait la tronche, vous n'allez pas le manger. Ce qui est normal, vous n'avez pas acheté ce type de produit. C'est pas ce que vous souhaitez. Donc on va mettre des antioxydants. Pareil dans le thé ou dans le vin pour éviter qu'il ne tourne. Des agents de texture, tout ce qui va être émulsifiant, amidon modifié. Et ça, on peut même les retrouver des fois dans tout ce qui va être beurre ou margarine transformés, ce que j'appelle transformés, c'est-à-dire qui vont être par exemple allégés en matière grasse ou frigo-tartinables. Votre, par exemple, votre margarine frigo-tartinable ou votre beurre frigo-tartinable, il a été modifié chimiquement pour que quand vous le sortiez du frigo, vous puissiez avoir quelque chose de tendre. Sinon, s'il n'a pas été modifié, il faut le sortir la veille parce que ça ne marche pas. Par A plus B, ça ne marche pas. Votre beurre ou votre margarine classique, si vous le sortez du frigo le matin, c'est dur. C'est normal, c'est que du gras. Ou c'est 82% de matière grasse en tout cas. Et les édulcorants, donc les édulcorants, ce sont des sucres de synthèse ou naturels, mais avec un pouvoir sucrant tout aussi intéressant que le sucre, sans la calorie. Donc, voilà. Pour les exhausteurs de goût, c'est ce qui vous donne un goût supplémentaire, et qui vont permettre de prononcer ce goût et donc finalement, quand vous ouvrez votre produit, et qu'il y a une date limite de consommation de 15 jours ou 3 semaines, eh bien, vous allez continuer d'avoir le même goût que si vous l'aviez ouvert à, 2 jours d'achat. Voilà. Typiquement, si on devait vous donner un exemple d'exhausteur de goût, c'est dans le cocktail. Le mojito ou les cocktails, vous avez toujours un petit exhausteur de goût plutôt poivré qui fait que tout d'un coup, la saveur menthe, la saveur citronnée va relever le cocktail. Sinon, il faudra en mettre beaucoup plus et là, vous achetez de la salade de menthe. Vous n'achetez pas un mojito, accessoirement. Donc voilà. Donc c'est des produits qui peuvent être 100 naturels, comme c'est des produits, tous ces additifs ou tous ces quelque chose, qui peuvent être aussi chimiques. Mais ça, vous le retrouvez sur les listes, sur internet, vous allez sur internet et voilà. Maintenant, c'est sûr que si vous faites vos cannelloni à la bolognaise, finalement, si vous achetez des pâtes, du blé, si vous achetez de la viande, des carottes, des tomates que vous pelez et vous faites votre sauce, vous n'avez pas de quelque chose, vous n'avez pas de produits transformés. On est d'accord? Maintenant, tous ces produits-là, idéalement, il faut les consommer ponctuellement en dépannage. Si vous les consommez à longueur d'année, effectivement, vous pouvez avoir une défaillance parce que votre organisme n'est pas prévu pour consommer autant de produits ultra transformés ou avec finalement des exhausteurs de goût ou avec je dirais plus de sel, plus de sucre pour que le goût puisse se maintenir ou que pour que la texture reste telle que vous l'imaginez. Voilà. Donc en quantité raisonnable, on n'a aucun souci pour la santé. En grosse quantité, on pourrait avoir un souci. Mais voilà, idéalement, ce sont plutôt des produits de dépannage que des produits à consommer au quotidien. Cette codification de E quelque chose, c'est un code international ou c'est C'est uniquement en international, France? C'est international. enfin européen en tout cas, européen. Et pour les réglementations européennes, en fait, tous les pays de la communauté européenne, c'est le minimum que l'on puisse appliquer. Et D'accord. ensuite, on peut rajouter, nous, des options sur la réglementation. La base de la réglementation, c'est la réglementation européenne et après, chaque pays peut rajouter des informations complémentaires ou des restrictions complémentaires. D'ailleurs, c'est la problématique du bio. On est en pleine problématique en ce moment, c'est-à-dire qu'au niveau européen, on a une réglementation et au niveau français, par exemple, nous, on a une réglementation sur le bio qui est beaucoup plus stricte, par exemple, que l'Espagne ou que d'autres pays. C'est ce qui fait que finalement, au niveau des marchés, on n'est pas sur les mêmes marchés. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Mais on va laisser rentrer des produits bio espagnols sur notre territoire, puisque c'est le marché européen. Mais la réglementation n'est pas tout à fait la même. Puisque la base, c'est la réglementation européenne. Pour le Nutri-Score, on y viendra tout à l'heure. Je vous demande un peu de patience, Cathy. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Et donc, dans les pourcentages, c'est vraiment obligatoire et c'est obligatoire. C'est-à-dire que le fabricant doit mettre sur l'emballage tous les produits, tout ce qu'il compose, tous les ingrédients qui composent
ce produit. Ce qui va juste varier et la réglementation a une petite soupape, ça va être par exemple sur des produits typiquement artisanaux, où là, vous allez avoir la liste des ingrédients, mais pas forcément les pourcentages. Mais pareil, la liste des ingrédients sera bien du plus important au moins important. Tout simplement parce que le petit éleveur de brebis qui fait son petit chef que vous achetez sur le marché, il n'a pas forcément, lui, les moyens de faire des analyses pour avoir son pourcentage. C'est ce qui fait la différence. Et on part de ce principe-là. Donc, il va vous dire que c'est du 100% brebis et vous allez le croire. Maintenant, il doit quand même justifier qu'il ne met pas d'ajout ou autre chose. Voilà. Si on devait faire un petit exemple concret aussi sur ce fameux problème des pourcentages. Qu'est-ce que j'achète? Vous avez vu tout à l'heure que là, il y avait finalement au total 10% de viande, dont 7% de viande hachée. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour savoir qui est ce que j'achète exactement en pourcentage de viande? Et ça, c'est intéressant aussi de faire un point là-dessus parce que entre de la viande hachée, de la viande de bœuf préparée, on a vu qu'il y avait de la viande de bœuf pré-cuite, ça reste encore un point où on n'a pas forcément toutes les informations et où nous, en tant que consommateurs, on a besoin de savoir d'où vient ma viande, quel est le pourcentage et quelle est la qualité de ce pourcentage. Effectivement, pour les poissons en provenance du Portugal, on ne trouve pas toujours la région de pêche ni le mode. Ben oui, parce que la réglementation sur le Portugal ne l'impose pas. Par contre, vous allez savoir que ce poisson vient du Portugal. Et pareil, au niveau des informations que vous allez retrouver, je pense au poisson, c'est est-ce que ce poisson a été décongelé? Des fois, vous avez ça aussi. C'est-à-dire que le poissonnier, quel que soit le type de poissonnier chez qui vous allez, que ce soit sur le poissonnier de grande surface ou le poissonnier de marché ou l'étal du poissonnier de ville, eh bien, si jamais c'est un produit qui a été décongelé, il doit vous le préciser. Tout simplement parce qu'on ne peut pas recongeler un produit qui a été déjà mis en surgélation. C'est pour ça. Et c'est ce qui fait que des fois, on va vous dire: «Ah bah oui, mais chez Untel, c'est moins cher». Bah oui, mais c'était du surgelé, c'était pas du frais. Et on doit vous indiquer, comme pour la viande, la provenance. Ça, c'est une réglementation européenne. Donc là, je fais un petit point avec vous sur le pourcentage de poissons sur toujours des produits tout préparés. Et là, on est sur les petits sticks de poisson pané avec, vous savez, carré, avec un petit œil dans le coin, que les enfants adorent tant et qui leur permettent finalement des fois de manger du poisson. Eh bien, vous allez voir qu'en fonction de la marque et en fonction de la dénomination, on peut avoir vraiment une information très précise sur la qualité du poisson qui a été utilisé pour confectionner ce type de produit. Je vous rappelle que on va toujours de l'ingrédient le plus important au moins important et que la quantité, le pourcentage va nous donner une information sur la qualité du produit que nous recherchons, c'est-à-dire le poisson. Donc là, je prends des exemples. Auchan, le filet de Colin, donc Colin ou lieu, c'est 70%. La chapelure, ensuite, vous avez de la chapelure, farine de blé qui contient du gluten, donc ça, on le précise. Là, vous avez bien vu, même si on n'en a pas beaucoup, il y a quand même du sel. Et là, ils sont obligés de stipuler, amidon transformé, enfin voilà. Donc là, on a quand même un poisson pané qui a d'abord du poisson à 70% et c'est un filet de Colin. Donc, c'est un filet de poisson. Alors que si vous allez chez Findus en deuxième point, c'est de la chair hachée de cabillaud. Ça veut dire que c'est ce qui reste du cabillaud qui n'a pas été utilisé qui va être reconditionné pour qu'on puisse avoir 60% de cabillaud, mais sous forme de chair hachée. Et on aura 40% de panure et on vous explique comment la panure est fabriquée. D'accord? Si on continue, donc là, ça veut vraiment dire que, en gros, le Auchan, qui est un filet de Colin, nutritionnellement parlant, est beaucoup plus intéressant que ma chair hachée de cabillaud, puisqu'on a un filet et on n'a pas de la chair. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est plus croquant, que vous allez mastiquer, alors que la chair hachée, c'est déjà du prédigéré. Et en plus, sur le filet de Colin, vous n'avez que 30% de chapelure et vous n'avez finalement l'huile végétale de colza, vous devez en avoir moins de 5%, sinon elle serait notée. Le pourcentage serait noté.
Et la chair hachée, le cabillaud, vous en avez 60 et c'est 40 de panure. Et là, vous avez du colza qui est à 7,5 pour les huiles végétales. D'accord? Surtout s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat ou alors on verra après. Donc la nature des ingrédients, finalement, quand on veut comparer quelque chose, il faut comparer par rapport à cette fameuse liste des ingrédients, par rapport au pourcentage du produit qui nous semble intéressant à comparer, et puis la dénomination du produit. Vous avez aussi, je reviens sur les viandes hachées, avec la petite boutade du cheval, c'est que vous devez avoir la provenance, vous devez savoir aussi si c'est de la viande hachée pur bœuf ou pas. Et ça peut être une précision. Si ce n'est pas précisé, c'est que c'est du pur bœuf, mais si ce n'était pas du pur bœuf, ça veut dire que ça va être précisé. Et ça, par exemple, vous l'avez typiquement sur les chairs à saucisses ou sur les chairs les différentes farces. Vous pouvez avoir aussi cette précision. Donc ça, c'est important aussi de faire attention à la dénomination du produit. Là, on va comparer des vinaigrettes. Toujours dans notre histoire, dans notre réflexion, savoir est-ce que j'achète vraiment le bon produit ou pas. Donc toujours sur notre liste des ingrédients, qui est en premier, qui est en dernier, le pourcentage et la qualité et la dénomination. Petit exemple, Amora vinaigrette de Dijon légère. Donc, vinaigrette de Dijon légère, vous, qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce que vous espérez trouver dans ce produit? Donc, moi, comme il y a Dijon, je me dis qu'il y a forcément de la moutarde de Dijon. Moutarde, effectivement. On est bien d'accord. Merci. Ça veut dire qu'on a la même réflexion. Donc, voilà. Donc là, finalement, on a d'abord de l'eau. Alors, attention, ce sont des vinaigrettes allégées. Elles sont toutes allégées, c'est-à-dire qu'elles ont toutes environ 25 de matière grasse au lieu d'en avoir 80. C'est ce qui fait que l'eau est en priorité puisque, si vous allégez, vous mettez de l'eau ou sinon vous pouvez mettre du lait. Mais en gros, c'est pour ça qu'elles sont allégées. Vous avez l'huile de tournesol, donc c'est l'huile de tournesol qui est une huile de très bonne qualité nutritionnelle, mais c'est une huile passe-partout. On peut la chauffer, on peut aussi la cuisiner. Enfin voilà, c'est une huile qui n'est pas à un prix très haut. Si on devait comparer les huiles, vous avez les huiles avec des oméga, noix, colza, soja, qui sont des huiles de bonne valeur, je dirais, nutritionnelle parce qu'elles ont des oméga et qui ne se cuisinent pas à chaud. Sinon, vous perdez les oméga. Toutes les huiles ont un intérêt au niveau des acides gras essentiels qui la composent, essentiels parce que vous ne les fabriquez pas. Donc, vous en avez réellement besoin. Et c'est ce qui fait qu'en fonction des acides gras essentiels, les huiles vont être plus ou moins chères. Si vous avez par exemple une huile d'olive première pression, vous avez la substantifique moelle de l'huile d'olive. Alors que si vous avez une pression à chaud, ça veut dire que vous avez perdu un certain nombre de nutriments parce que c'est à chaud. Pareil de l'huile de colza, elle est beaucoup plus chère que de l'huile de tournesol, par exemple, parce que vous avez les oméga qui ne seront pas présents dans l'huile de tournesol, par exemple. Donc là, vous avez de l'eau, de l'huile de tournesol et vous avez moutarde, graines de moutarde, mais on ne précise pas que c'est Dijon. Donc finalement, vous espérez que, mais dans la liste des ingrédients, on ne l'a pas. On continue notre comparaison. Donc là, toujours pareil, une vinaigrette allégée Carrefour numéro 1. Donc là, vous avez de l'eau, toujours pareil, puisque c'est une vinaigrette allégée. Vous avez aussi 25 d'huile, mais là, c'est de colza. Donc, ça veut dire que vous avez des acides gras essentiels plus des oméga dans cette huile, donc qui est nutritionnellement parlant, vu de ma fenêtre en tant que diététicienne, plus intéressante. Vous avez la vinaigrette d'alcool, vinaigre d'alcool, et là, vous avez la moutarde de Dijon, alors qu'il n'y a rien de stipulé sur l'étiquetage alimentaire. Donc là, si on devait comparer, le premier prix de chez Carrefour me semble plus intéressant que celle que nous avons vue avant. Ensuite, vous avez le Sierre, donc vinaigrette à l'huile d'olive et au citron allégé. Et là, regardez ce qui se passe. Toujours eau, vinaigre. Et vous avez d'abord l'huile de tournesol et finalement, vous n'avez de l'huile d'olive vierge extra qu'à 11 Ça veut dire que vous avez 14 d'huile de tournesol puisque c'est une vinaigrette allégée. Donc franchement, c'est intéressant. Enfin, ça veut dire que vous êtes trompé. Ça veut dire que vous espérez acheter de l'huile d'olive. En fait, vous achetez principalement de l'huile de tournesol. Pour Véronique, effectivement, ce qui est étonnant, c'est que le pourcentage d'eau n'est pas indiqué. Non, parce que c'est difficilement mesurable. C'est-à-dire que comme c'est assez volatile, sur les tests que l'on peut faire, ça ne se présente pas. Par contre, c'est en premier, donc on sait que c'est à peu près… là, on sait que l'eau, finalement, c'est 75 en gros.
ou 80%, puisque l'huile, c'est déjà 25%. Voilà. Sel, amidon, jus de citron, voilà. Et finalement, vous voyez que le citron allégé, c'est du jus de citron pulpeux. Donc finalement, c'est un jus concentré de citron, c'est pas un vrai citron. Enfin, c'est du concentré de citron. Voilà. Et finalement, il n'y en a que 0,6%. Alors, Donc moi, faites j'ai une attention. petite question, Cathy. Laure, pardon. On m'a toujours appris à l'école que l'huile et l'eau ne se mélangeaient pas. Alors la vinaigrette, on secoue. Donc, on secoue et on n'ajoute pas des choses pour que ça se mélange un petit peu mieux. Alors justement, vous avez la gomme de xathane, vous avez les épaississants qui permettent justement de faire ce De lien. lier tout ça. Et vous Ok. avez de la protéine végétale entre deux qui permet de faire le lien. D'ailleurs, petite astuce pour des vinaigrettes allégées, là, ils mettent de l'eau. Si vous mettez du lait demi-écrémé, tout d'un coup, ça se mélange d'office. Parce que dans le lait demi-écrémé, il y a un tout petit peu de matière grasse qui fait le lien. Mais de toute façon, alors là, j'ai pris les exemples des vinaigrettes allégées, j'aurais pu prendre n'importe quel type d'exemple, et ça ne se mélange pas, qu'elles soient allégées ou pas allégées, on est bien d'accord. Par contre, ce qui fait, c'est que de toute façon, vous avez le réflexe de checker. Ça fait partie du jeu. Et votre vinaigrette, quand vous la faites à la maison, de toute façon, vous n'avez pas de si vous battez pas, ça se mélange pas, effectivement. Et c'est pour ça qu'on vous a appris à mettre d'abord le vinaigre et ensuite l'huile, idéalement. Voilà. Et donc là, toujours pareil dans ma dernière petite exemple de marque, de vinaigrette à la moutarde ancienne rustica, marque Repère. Donc là, on voit que c'est l'huile de tournesol, on voit que c'est l'eau en premier et moutarde à l'ancienne, il y en a 5%. Donc là, c'est pas enfin, la dénomination est bonne. Donc tout ça pour vous dire que la liste des ingrédients, le pourcentage et la dénomination sont quand même importantes. Parce que des fois, on vous donne, le nom du produit est très alléchant, mais finalement, ce qu'il y a dedans n'est pas tout à fait en adéquation avec, ce que le nom pouvait indiquer. Et c'est ce qui fait aussi qu'au niveau, je dirais, des industriels, ils savent exactement ce qui est faisable et pas faisable. On est bien d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à sa liste des ingrédients. Après, on a l'habitude finalement sur ce genre de produit, on consomme toujours la même chose. Donc, l'idée, c'est de savoir si ça vous correspond au niveau gustatif et si c'est pris ponctuellement, par exemple pour des plats tout prêts, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Par contre, sur des choses que vous prenez beaucoup plus régulièrement, faites attention de savoir si ça correspond bien à vos attentes. Et alors, est-ce que c'est une hérésie d'acheter de l'allégé? Je ne sais pas. Maintenant, ça dépanne. Voilà. Et que l'allégé, ce qui est sûr, c'est que vous allez l'acheter plus cher. Et comme c'est allégé, ça veut dire que c'est potentiellement trafiqué. C'est-à-dire que vous allez avoir une liste des ingrédients beaucoup plus importante puisque on va contrecarrer l'allégé par autre chose. Et bon, je sors un peu du cadre des étiquettes alimentaires, mais si vous prenez un yaourt, par exemple, 0%, il n'y a pas du tout de matière grasse. Si vous prenez un yaourt demi-écrémé, vous êtes environ à 2 à 3% de matière grasse sur la totalité du produit. Et si vous prenez un yaourt entier, vous êtes entre 4 et 5% de matière grasse sur la totalité du produit. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un yaourt 0%, un peu acide, où vous allez mettre plus de confiture dedans ou plus de sucre? Je ne sais pas. Par contre, dans un autre registre, sur le pourcentage de sucre des yaourts sucrés, je pense sucre de canne ou classique, mais finalement, avec les bactéries lactiques, ils mettent moins de sucre que ce que vous metteriez si vous mettiez du sucre dans un yaourt traditionnel. Je pense à ça pour les enfants qui ont tendance à mettre, vous voyez, ça déborde, on en fout partout. Eh bien là, limite, un yaourt nature sucré va, à la base, être moins sucré que ce que vous auriez mis comme sucre si vous aviez dû rajouter du sucre sur un yaourt nature. Et souvent, ils sont demi-écrémés. Donc, il n'y a pas que du mauvais non plus. Je reviens sur les vinaigrettes. Est-ce qu'il y a enfin, ou tous les produits, est-ce qu'il y a une loi, un texte, une réglementation pour dire la diapositive précédente où il y avait un petit peu d'huile d'olive? Est-ce que le fabricant a le droit de mettre vinaigrette à moutarde à l'ancienne à l'huile d'olive alors que c'est pas l'huile d'olive la plus importante? Est-ce que Oui, oui, parce que c'est cité dans la liste des ingrédients. Il n'aurait pas d'accord, le droit si ce n'était pas cité dans la liste. donc même Là, ça s'il serait met mensonger. 1% d'huile d'olive, il a le droit de dire Il que a le c'est droit l'huile de le d'olive? signaler, exactement. OK. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, les industriels en jouent. Ils ont raison. C'est du marketing. C'est du marketing, ça marche.
Et que vous, enfin moi la première, hein, je ne passe pas mon temps au supermarché à regarder toutes les étiquettes pour savoir si je me fais avoir ou si je me fais pas avoir, hein. Voilà. Ensuite, vous avez le tableau des compositions alimentaires. Le tableau des compositions alimentaires, c'est ce qui est en tout petit, si vous voyez là, et qui va être finalement ce petit tableau récapitulatif. Et c'est là où on va avoir les différentes calories du produit pour 100 grammes et pour la portion que vous allez consommer. Donc là, le but de ce tableau, c'est de vous donner des informations sur la composition nutritionnelle du produit. C'est-à-dire que là, vous avez eu la composition des aliments via la liste des ingrédients, mais quelles sont les quantités de protéines, lipides, glucides, sel, entre autres, fibres alimentaires pour certains produits, qui composent votre produit. Qu'est-ce que finalement votre organisme, lui, va digérer et va récupérer de ce produit, de cet ingrédient ou de ce biscuit, de ce poisson pané. Et donc ça, c'est vraiment important parce que ça vous permet de savoir exactement ce que vous allez ingérer. Donc là, alors la différence entre le lait cru et le lait pasteurisé, c'est que le lait cru, il n'y a pas eu de flash de pasteurisation, c'est-à-dire qu'au niveau des micro-organismes, ils n'ont pas été tués ou ils n'ont pas été stoppés. Voilà. C'est ce qui fait d'ailleurs que pour les femmes enceintes, on propose plutôt des fromages type pasteurisé que les crus parce que certaines bactéries pourraient être nocives pour le fœtus. Donc là, sur ces emballages alimentaires, je vous donne encore quelques exemples. Vous avez à la portion et vous avez pour 100 grammes. Vous avez la valeur énergétique du produit qui est en kilocalories ou en kilojoules. Alors nous, c'est kilocalories. Kilojoules, c'est pour les Anglais et les Américains. Et puis ensuite, vous avez les matières grasses, les glucides, les fibres alimentaires et les protéines. Les matières grasses, c'est de combien est gras votre produit. Les glucides, c'est les sucres. Et là, on va finaliser cette démarche. Et les protéines, c'est ce qui vous permet de fabriquer du muscle, d'avoir des muscles de bonne capacité musculaire. Et souvent, les protéines, on les trouve dans tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, mais également dans les produits laitiers. On en trouve également dans tout ce qui est famille des pâtes, riz, pommes de terre, mais ce sera des protéines d'origine végétale et pas d'origine animale. Mais elles sont considérées tout pareil dans ma colonne des protéines. Donc là, si on prend des cornflakes basiques, des céréales basiques, eh bien, on voit qu'une portion de 30 grammes, alors je vous modifie de manger que 30 grammes au petit déjeuner de céréales, finalement, vous avez 110 calories, qu'en matière grasse, vous n'en avez quasiment pas puisque c'est inférieur à 0,5 g par portion, ce qui fait 1% finalement 1 gramme. Les glucides, là, on a deux sources de glucides. Vous avez les glucides totaux avec le petit S, où on est à 81,3% de glucides, donc de sucre. Et là, c'est tous les sucres. Les sucres type farine, pain, pâtes, riz, pommes de terre, type légumes secs, c'est tous les sucres. Et par contre, vous voyez, vous avez une deuxième petite ligne dans cette colonne-là qui est le don sucre. Ce don sucre, c'est les sucres simples. C'est le sucre que vous allez rajouter à votre café, c'est le sucre qu'il y a dans la confiture, c'est le sucre que vous allez mettre dans des gâteaux parce que s'il n'y a pas de sucre dans votre gâteau, il n'est pas bon. Voilà. Et donc là, finalement, sur des produits basiques type Kellogg's, vous avez 5 grammes de sucre sur la totalité du produit, ce qui correspond à 1,5 g sur votre portion de 30 grammes. Et vous avez des protéines, puisque vous avez aussi des protéines végétales, là, qui vont être contenues dans le blé, oui, dans le blé, finalement. Donc voilà, et là, vous avez un minimum de sel. Donc ça, c'est notre référence. Si vous prenez les flocons d'avoine, les flocons d'avoine, on voit que finalement, nature, on voit qu'on est à peu près pareil, mais vous avez un peu plus de matière grasse, vous avez un peu moins de glucides totaux et vous avez un peu moins de sucre simple, de don sucre. Donc voilà. Mais ça, on est sur des produits basiques. Le muesli au chocolat, alors là, le but, c'est d'être critique, on est d'accord, hein. Donc, le muesli au chocolat, vous voyez qu'on vous dit qu'il faut manger du muesli, il faut manger tout ça. D'un muesli à l'autre, on voit quand même que ça peut être du simple au double au niveau des calories et que là, au niveau des matières grasses, vous êtes sur l'équivalent des flocons d'avoine et que dans les glucides, finalement, vous en avez quand même pas mal, mais c'est la famille des dons sucres qui pose souci. Alors, ils sont au chocolat, donc ça aide, mais c'est là où il faut faire attention. Donc, finalement, quand vous achetez des céréales petit déjeuner, la quantité de matière grasse est à être vigilant et aussi, surtout, la quantité de don sucre. C'est ce qui va faire la différence. Et des fois, on vous dit: «Ah bah oui, non mais les céréales pour gamins, c'est la cata». Mais des fois, c'est pas beaucoup plus la cata que certains types de muesli. Donc faites attention à ça.
dans vos apports nutritionnels conseillés. Le don sucre, c'est des sucres qui vont être digérés tout de suite et donc ou alors s'ils sont en excès, qui vont être stockés sous forme de matière grasse par votre organisme. Donc c'est important, de voir, ce don sucre. Pour les apports nutritionnels, les informations nutritionnelles à 100 grammes ou à portion, beh, c'est que finalement, quand vous mangez un produit alors là, le 30 grammes, c'est pour ça que je rigolais un petit peu en vous disant: «Attention, je vous modifie de manger 30 grammes de céréales». Mais quand vous prenez un yaourt, par exemple, souvent un yaourt ou une crème dessert, c'est plutôt du 125 grammes que du 100 grammes. Donc c'est intéressant aussi de remettre les choses par portion, parce que vous ne faites pas le calcul. Enfin moi, je ne le fais pas en tout cas, au quotidien. Et qu'un plat tout préparé, c'est plutôt 250 à 300 grammes, c'est pas seulement 100 grammes. Donc, on est obligé de mettre par portion. Vous pouvez très bien faire le calcul, Patrick, alors ça, bien sûr, mais quand vous êtes dans votre rayon, l'avantage, c'est que vous voyez directement ce qu'il y a et vous pouvez comparer deux choses. Voilà. C'est un souci réglementaire de dire aux gens, ben voilà, ce que vous mangez réellement, c'est tel type de portion, ce qu'il convient de consommer, c'est tel type de portion. Et donc, c'est pour ça qu'on le demande. Donc, comment comparer des produits similaires au niveau justement de ces matières grasses, au niveau de ces protéines, au niveau de ces glucides et surtout de ces dons sucres? Donc là, je vous propose de faire un petit point toujours sur les produits préparés. Et là, on va passer sur du hachis parmentier et on va comparer des produits de différentes marques, s'ils sont au rayon épicerie ou s'ils sont au rayon surgelé ou au rayon frais. Donc là, vous avez des produits type hachis parmentier de chez William Saurin qui est au rayon épicerie. Donc là, vous voyez, mais c'est un petit peu bas. Ce que l'on voit, c'est que pour ce William Saurin, nous avons de la purée de pommes de terre, 70%. Ce n'est pas de l'eau, ça veut dire que c'est vraiment des pommes de terre. C'est vraiment une vraie purée de pommes de terre. Si c'était l'eau en premier, ça veut dire que c'est du flocon de pommes de terre et c'est de la pomme de terre reconstituée pour avoir une purée. Et donc là, ça veut dire qu'on a quand même une qualité nutritionnelle intéressante pour les pommes de terre. Et puis, nous avons viande de bœuf cuite et pré-cuite, 21%. Donc, nutritionnellement parlant, c'est plutôt intéressant. En énergie, nous avons 4,5% de matière grasse. En glucides, on en a 9,6. Et en protéines, on a quand même 5,6 grammes, enfin 5,6% de protéines. Donc, c'est plutôt intéressant. Nous allons sur la cuisine Océane. Donc, ça, c'est la marque épicerie de chez Auchan. Et donc là, on voit que c'est purée. Pareil, de la purée de pommes, c'est la pomme de terre, 44%. Et ensuite, vous avez l'eau. Et en viande de bœuf, on a 20%. Et là, en protéines, on aura 7,1%. Donc, ça veut dire que la qualité de la viande est quand même plus intéressante. Et vous notez bien que ce n'est pas écrit pur bœuf. C'est pour ça. Voilà. On continue. Donc là, nous allons passer en surgelé. Et au rayon surgelé, on voit que c'est déjà de l'eau. Ensuite, c'est de la viande hachée crue à 12,8%. Donc, ça veut dire que par rapport aux autres produits que nous avons cités en épicerie, c'est d'abord de l'eau. Donc, ça veut dire que c'est la fécule de pomme de terre qui est reconstituée. Et ça veut dire aussi que c'est de la viande hachée. Donc, il n'y en a que 12,8%, contrairement au vin de tout à l'heure. Mais c'est haché cru et c'est de la viande bovine. Voilà. Et là, au niveau des protéines, on a 5,6 également, mais on est à 12,4% de glucides et on a un peu plus de glucides, de sucre ajouté. Toujours pareil, donc là, on est au rayon frais. Et donc là, au rayon frais, sur la marque basique de chez Monsieur Leclerc, c'est d'abord de l'eau, ensuite du lait, et on a 18% de viande de bœuf. Et c'est la pomme de terre déshydratée. Et donc là, au niveau protéines, on a 6,5, mais parce qu'on a 18% de viande de bœuf. Et là, c'est de la viande de bœuf. Et en matière grasse, on a 6%. Toujours au rayon frais, nous avons Monsieur Fleury-Michon qui nous propose finalement, toujours dans la liste des ingrédients, c'est d'abord de l'eau, ensuite de la viande de bœuf, donc 18%. Et là, on est à 8,3% de matière grasse et en glucides, on est à 8,9%, donc un peu moins parce que c'est de la fécule de pomme de terre, et on est à 7,5% de protéines. Donc voilà. Donc si on devait comparer, je vous ai mis un petit récapitulatif. Finalement, au niveau des matières grasses, eh bien, c'est plutôt au rayon frais que l'on a le plus de matières grasses.
Si on devait répondre en glucides, donc les glucides totaux, donc là, finalement, les glucides totaux, nous, en gros, c'est la pomme de terre, hein. Donc là, on voit que notre qualité glucidique est quand même, plutôt haute sur tout ce qui est produits, surgelés ou les produits frais, mais parce qu'il faut faire une différence entre ce qui est de la vraie pomme de terre et ce qui est de la pomme de terre, fécule de pomme de terre déshydratée. Donc voilà. Et donc là, dans les dons sucre, eh beh, vous voyez bien là où il y a de la vraie pomme de terre et là, c'est pas de la vraie pomme de terre, puisque là, le don sucre, le sucre ajouté, il y en a beaucoup plus, puisque c'est de la pomme de terre qui a été hachée, donc qui a été, déjà trafiquée. Et en protéines, finalement, on voit que c'est plutôt la quantité de viande, le pourcentage de viande qui va nous donner une information sur la qualité de la protéine. Donc finalement, le rayon frais et certaines grandes marques ne sont pas forcément les meilleurs pour, d'un point de vue nutritionnel. Des fois, finalement, sur ce type de produit, on est d'accord, on parle bien du hachis parmentier, hein. Sur l'exemple du hachis parmentier, finalement, ce qui est en rayon épicerie vous permet d'avoir une digestibilité, à mon avis, nettement plus lente puisque vous avez des vraies pommes de terre, donc une mastication et votre organisme va devoir digérer tout ça. Alors que la fécule de pomme de terre déshydratée, c'est déjà du prédigéré. Voilà. Pareil, on a parlé des produits allégés ou pas et des produits régime ou pas. Il faut être astucieux. De quoi parlons-nous exactement? Et toujours ma fameuse liste des ingrédients, mon pourcentage et mon petit tableau récapitulatif des informations nutritionnelles en protéines, lipides, glucides et en dons sucre va nous donner des informations sur quel type de produit il vaut mieux acheter ou pas. Est-ce qu'il y a un effet commercial, marketing ou pas? Donc là, on va regarder les barquettes, les fameuses petites barquettes, dont on raffole tous quand on était gamin. Donc soit, à la pulpe de fraise, soit au chocolat noisette. Donc on voit que c'est une valeur, énergétique plus importante si on est sur du chocolat noisette, mais parce qu'il y a du gras. Donc le gras, c'est 9 kilocalories par gramme, alors que le sucre, ce n'est que 4 kilocalories par gramme. En protéines, c'est à peu près similaire. En glucides, on voit que finalement, il y a plus de sucre sur les barquettes à la fraise, mais tout simplement parce qu'il y a du sucre dans le fruit, alors qu'il n'y a pas de sucre dans le chocolat, c'est plutôt du gras. Et on voit qu'en lipides, il y a beaucoup plus de gras sur la barquette en chocolat, mais parce que le chocolat, c'est une base de gras. On fait du beurre de cacao, donc il faut remettre les choses dans un contexte. Donc là, on voit qu'il y a il y a une différence. Maintenant, si on devait comparer aussi, par exemple, les produits Gaylord Doseur minceur aux fruits rouges et un équivalent à peu près, les pailles d'or aux framboises, on voit que finalement les pailles d'or aux framboises sont moins caloriques que le produit dit régime, qu'en protéines, il y a plus de protéines qui vont être d'origine végétale, sur le produit. C'est ce qui fait aussi qu'il y a un petit côté un peu pâteux en bouche et qui fait que, c'est un produit dit de régime, puisqu'on augmente cette capacité protéique. Mais en glucides, vous en avez un peu moins sur, le produit de régime puisque vous avez un peu plus de protéines. Par contre, vous voyez qu'en lipides, le produit de régime, forcément, si vous mettez plus de farine, il faut plus de liant pour que ça se tienne, donc ça sera plus gras. L'idée, c'est de se dire: «Est-ce que réellement le produit de régime est meilleur pour la santé?» Alors je suis une mauvaise langue, mais je ne pense pas. Je ne pense pas tout simplement parce qu'il va être plus cher et nutritionnellement parlant, finalement, vous avez du gras. Alors là, on n'est même pas rentré dans, la liste des ingrédients et quel type de gras ils ont utilisé. Est-ce que c'est du bon gras, pas du bon gras? Est-ce que c'est une bonne, huile ou des bonnes matières grasses à haute valeur, intéressantes au niveau des bons acides gras essentiels qui les composent? On ne met pas ça en on va même pas on rentre même pas dans cette polémique-là. Mais ce qu'il faut savoir surtout, à mon avis, c'est que, alors c'est très personnel, mais le paille d'or, c'est quand même hyper bon. Les petites barquettes au chocolat, c'est un peu plus calorique, mais franchement, je préfère. Alors, c'est certes peut-être un peu plus calorique ou un peu moins calorique mais je pense que au vu de ce type de produit, du côté gourmandise, du côté appétant parce que ça nous rappelle un souvenir d'enfance, parce que c'est lié à une connotation un peu, souvent parce que, soit on est fatigué, soit le moral est moins bon, voilà. Il vaut mieux se faire plaisir avec un produit où on ne va pas faire attention à la qualité calorique, à la qualité nutritionnelle, à la composition, mais parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui nous plaît en bouche et on va être raisonnable sur la quantité, plutôt que d'aller vers des produits type régime ou allégé, où là, finalement, est-ce que gustativement, ça va vraiment répondre à votre besoin, à votre envie? Je ne suis pas sûre. Mais ça, il n'y a que vous qui le savez. On est bien d'accord.
Je comparerais ça, si vous voulez, au carré de chocolat le soir devant la télé. On sait tous qu'il ne faut pas le manger, qu'il ne faudrait pas. Alors, on va finalement retourner dans le frigo, manger un yaourt, alors nature, hein, parce que surtout, il ne faudrait pas faire de voilà. On va, voilà, mais ça ne va pas suffire. Alors, soit on va prendre un bout de pain, soit on va prendre, voilà. Puis finalement, vous allez quand même le manger, votre carré de chocolat. Et que si je suis vraiment mauvaise, le carré de chocolat, il ne va pas tout seul. Il y en a au moins 2. Sinon, c'est pas vraiment, voilà. Eh bien, finalement, votre carré de chocolat, qu'il soit noir, noisette, aux amandes, lait, voilà, en gros, c'est entre 40 et 50 calories le carré. Alors que là, vous avez mangé un yaourt, un quignon de pain, un machin, un truc, finalement, vous avez déjà mangé tout ça, puisque le yaourt, c'est déjà 67 de calories s'il est nature basique. Et en plus, gustativement, il y a toujours pas le côté sympa. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les étiquettes alimentaires, c'est intéressant pour, savoir de quoi on parle et quel type de produit il vaut mieux consommer ou pas. Voilà. Sur des produits, je dirais ultra transformés. On a vu les plats tout prêts, les vinaigrettes allégées, ce genre de choses. Sur des produits qui ont une connotation émotionnelle, alors là, on se fait plaisir. Pour la plaquette entière de chocolat, Cathy, alors ça, votre foie va vous en parler encore. Et là, je pense que vous allez aussi vous mettre à vous dire, à culpabiliser. Voilà, il vaut mieux 1 ou 2 carrés que vous mangez tranquillement plutôt que la tablette. Mais ça, c'est facile à dire, à faire des fois, c'est autre chose. Donc voilà. Maintenant, l'intérêt de ce que je vous ai donné comme information, et on le verra tout à l'heure avec le Nutri-Score et le Yuka, c'est plutôt sur des produits ultra transformés. Des pâtes restent des pâtes. Quand vous achetez du riz, c'est du riz. Vous savez exactement ce que c'est. Limite, ça va être peut-être si vous achetez une pâte feuilletée ou une pâte brisée toute prête, est-ce que de l'une à l'autre, c'est différent? Voilà. Mais là, gustativement, on va vous dire, ah ben moi, je préfère celle-ci à celle-ci. Et c'est des produits qui restent des produits basiques. Par contre, effectivement, sur des produits type les produits de régime ou les produits ultra transformés, là, je pense que ça vaut le coup, s'ils sont pris très régulièrement, de faire attention à la liste des ingrédients, à l'aspect nutritionnel. Donc finalement, le produit de régime, il est quand même 20% plus calorique que le produit basique. À vous de juger si ça vaut le coup de le consommer ou pas. Mais dans tous les cas, tout ce qui est produits de régime allégé, moi, c'est des rayons que je fuis comme la peste parce que souvent, je vous ai dit tout à l'heure, on va retirer quelque chose pour ajouter autre chose et je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup mieux. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est arrivée la problématique de l'huile de palme. C'est que l'huile de palme, en fait, c'est un agent de texture et c'est une huile qui se tient très bien et donc on l'utilise pour les produits de régime ou les produits hyper travaillés. Et finalement, la problématique de l'huile de palme, ce n'est pas l'huile de palme en soi, c'est un problème environnemental pour la déforestation. Donc, il faut savoir ce que l'on veut en fonction de ce que l'on est capable de mettre aussi comme financement dans nos produits. Donc voilà. Et donc le sel, la recommandation est fixée à 6 grammes par jour par personne. C'est pareil, je vous mets au défi d'être à 6 grammes par jour. Je veux dire, sur des produits tout prêts, vous êtes largement au-dessus. Et puis, c'est vrai qu'on aurait tendance des fois à mettre du sel dans l'eau des pâtes, par exemple, ou du riz, et puis à de nouveau ressaler. Et des fois, on ne goûte même pas à savoir si c'est suffisamment salé ou pas. Donc ça, on aurait plutôt tendance à doubler, voire tripler la mise par rapport à nos habitudes alimentaires, surtout s'il y a des produits transformés. Maintenant, s'il n'y a pas de problème cardiovasculaire, s'il n'y a pas ce genre de choses, s'il n'y a pas d'excès de gras, s'il n'y a pas bon, tout va bien, quoi. Mais c'est vrai que la réglementation est fixée à 6 grammes et ça me semble vraiment pas beaucoup par rapport à nos cultures gustatives. Vous avez le site www.bougermanger.fr qui peut vous donner des informations sur les emballages alimentaires, des exemples de menus et ce genre de choses, et qui peut aussi vous aider à décrypter de façon un peu plus précise la nature des aliments en règle générale. D'autres informations sont importantes sur vos emballages alimentaires, qui ne sont pas d'ordre nutritionnel, mais qui vont avec et qui ont leur importance. Je parle aux informations non alimentaires de votre emballage. Le code barre. Le code barre, ça ne sert pas seulement à faire passer, à faire bip bip à la caisse, ça sert aussi à avoir l'information du produit. Vous avez votre carte d'identité, le code barre, c'est la carte d'identité du produit. Ça nous permet de savoir que tel produit, par exemple, doit être retiré quand il y a eu les fameuses lasagnes de cheval. Quel type de produit on devait retirer de la consommation et des rayons. Le code barre nous permet de savoir exactement ce qui a été acheté, ce qui est encore en rayon, où ça en est et quel type de produit on doit effectivement retirer de la consommation, si jamais il y avait un souci.
Et donc, ces fameux codes barres, c'est 13 chiffres. Le premier chiffre correspond au pays de fabrication. 3 pour la France. Et c'est là où on voit qu'avec la communauté européenne, finalement, les produits peuvent être de partout et qu'on consomme des produits qui viennent de partout, pas forcément de la France. Les 5 numéros suivants sont le fabricant. Les 6 d'après, ça correspond à l'article. Et le dernier, c'est la clé de contrôle. Mais ce n'est pas seulement pour savoir quel est le prix du produit, c'est vraiment sa carte d'identité et savoir d'où il vient, comment il vient. C'est sa provenance. C'est l'information complète du produit. Les Donc, informations le, légales. le Pardon. code barre, il est identique sur un même produit dans 2 magasins différents. Oui. Ah oui, oui. Ok. Et donc, les informations légales que l'on peut avoir également, le code barre, c'est le code barre qui est attribué à l'industriel pour qu'il puisse le commercialiser. Les mentions obligatoires que vous allez avoir, c'est la dénomination de vente, c'est-à-dire cannelloni à la bolognaise, voilà. Ça, vous devez savoir le nom du produit, pâtes, riz, pommes de terre, voilà. La liste des ingrédients, la quantité nette. Et là, la quantité nette, c'est pour ça que tout à l'heure, je ne sais pas, l'un de nos participants nous a mis, bah oui, mais entre le poids égoutté et le poids total, et bien voilà, c'est la quantité nette. C'est-à-dire que vous devez avoir le poids du produit et le poids, bah, une fois que vous avez par exemple retiré l'eau de votre boîte d'haricots verts. La date limite de consommation, on va y revenir. Le lot de fabrication. Le lot de fabrication, vous le trouvez souvent à côté du code barre ou à côté de la date limite de consommation. Et ça vous permet, si jamais il y avait un souci, d'appeler le service consommateur pour leur dire attention, j'ai un souci. Les coordonnées du responsable, et les coordonnées du responsable doivent forcément être une adresse et un numéro de téléphone en France, même si le produit n'est pas fabriqué en France. Et la mention frais, si c'est un produit qui doit être mis au frigo. Donc, la date limite de consommation, vous avez 2 types de date limite de consommation. Vous avez la date limite de consommation et la date limite d'utilisation optimale. La date de limite de consommation, c'est pour les produits frais, c'est-à-dire vous avez un jour, un mois. La date limite optimum de consommation, c'est pour les produits type épicerie ou surgelés, c'est-à-dire que vous avez un mois ou une année. Alors, on est bien d'accord, le produit ne se désagrège pas au 31 décembre parce que c'est dit 31 décembre 2022 ou 2021. Non, la boîte de petits pois, elle n'explose pas. Par contre, c'est la date limite de consommation ou la date limite optimum de consommation. C'est la date jusqu'à laquelle l'industriel s'engage à ce que les qualités organoleptiques et sanitaires soient intactes. On a eu la question tout à l'heure de Patrick Voilà. à propos de l'heure de la DLC. Voilà. Alors, lors de la DLC, en C'est fait, ce que c'est disait plutôt… Coluche, c'est qu'est-ce qui se passe dans la nuit du 31 décembre au 1er Voilà, janvier exactement, c'est dans pour le ça que je yaourt? rebondis. Alors souvent, l'heure, c'est plutôt en lien avec le numéro de fabrication. C'est plutôt un complément d'information pour le numéro de fabrication et non pas pour la date limite de consommation. C'est plus une garantie de C'est traçabilité une et de garantie de qualité traçabilité, exactement. Voilà. pour voir Mais s'il y a effectivement, le un produit ne va pas problème dans le désagréger. processus. Là, j'ai 16h53, ça ne se désagrège pas à 16h53. Heureusement. Sinon, on ferait tous les manger avant et quoi qu'on y arriverait, comme la tablette de chocolat. Donc, la Bon, je vous laisse, différence… j'ai 15 tablettes de chocolat à finir avant dans 10 minutes. À tout de suite. Donc là, la date limite de consommation et la date limite optimum de consommation, c'est vraiment pour les qualités organoleptiques du produit et les qualités sanitaires. Après, vous pouvez avoir une date limite de consommation qui est tout à fait bonne, mais un produit qui finalement va avoir des cheveux sur votre yaourt, par exemple, parce qu'il y a eu une rupture de la chaîne du froid. Et là, dans ces cas-là, spontanément, vous savez que vous ne le mangez pas, même si la date limite de consommation est encore bonne. Le numéro de fabrication, donc c'est là où il y a ce fameux petit créneau aussi des fois sur l'heure. Ça permet juste à la fois en plus du code barre, de donner une information à l'industriel pour savoir exactement à quel moment ça a été fabriqué, sur quelle ligne de fabrication. Et c'est ce qui permet maintenant, je dirais limite, vous savez, on avait parlé d'allergènes. Avant, vous aviez traces de chocolat sur toutes les, ou traces je sais pas, de peanuts, de cacahuètes par exemple, ou d'amandes, ou de voilà, sur toutes les barres de chocolat. Parce qu'en fait, ça leur permettait d'éviter de désinfecter, de nettoyer toutes les zones, toutes les chaînes de production. Ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, il faut vraiment qu'ils justifient qu'il peut y avoir une trace de. Avant, c'était finalement, vous ne mangez rien quand vous étiez allergique à l'arachide ou à la noisette. Maintenant, voilà, ce n'est plus le cas. Donc, ça permet aussi de vérifier si effectivement, si quelqu'un fait un œdème de coinque alors qu'il n'aurait pas dû, puisqu'il n'y avait pas normalement pas de trace d'arachide, ou voilà, eh bien, pourquoi il y a eu un souci? Est-ce que ça a été mal nettoyé, mal désinfecté? Enfin, voilà.
Les coordonnées du responsable, c'est que pour que vous puissiez vous joindre le service consommateur si jamais il y avait un souci. Et ça, c'est important de faire remonter l'information s'il y a un souci ou si, par exemple, des fois, vous mettez une nouvelle recette et que ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi dire que ce produit-là, vous l'achetiez avant, maintenant, vous ne l'achetez plus. C'est toujours intéressant de faire remonter l'information, quelle qu'elle soit. L'analyse des étiquettes, donc là, c'est vraiment au niveau de la réglementation, vous devez avoir les conseils d'utilisation, la dénomination légale de vente, la liste des ingrédients avec mise en avant des allergènes et des pourcentages pour. Si c'est sur l'étiquette, ça veut dire qu'on doit justifier d'un pourcentage et on doit justifier, la dénomination doit être justifiée. On a vu tout à l'heure l'huile d'olive, il faut que ce soit justifié. L'étiquetage nutritionnel, le poids net, la date limite d'expiration, enfin la DLC ou la DLUO, le numéro de lot et les coordonnées d'entreprise. Ça, c'est ce que vous devez d'office avoir sur votre emballage. Le cas des denrées non alimentaires, non emballées, non préemballées. Et c'est là où la réglementation vient de changer. C'est-à-dire que maintenant, même des tomates que vous achetez en vrac, et d'ailleurs, vous avez pu pouvoir les acheter en barquette, donc là, vous devez avoir la provenance. Si vous achetez du pain, il doit être précisé s'il est avec ou sans gluten. Ça peut être précisé maintenant sur les petites étiquettes devant le présentoir. Ou alors, vous pouvez demander à votre artisan, à votre boucher, charcutier, à votre boulanger, d'avoir accès à un classeur qui vous donnera toutes ces informations-là. Il doit répertorier toutes ces informations. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que certains industriels sont un peu pervers. C'est-à-dire que maintenant, vous savez qu'on doit, par exemple, si c'est du fait maison, au restaurant, vous devez le préciser. Et si ce n'est pas fait maison, vous devez préciser que ce n'est pas du fait maison, c'est du surgelé ou ça a été quelque chose d'acheté. Mais en fait, vous avez une célèbre marque de frites surgelées qui finalement ont sorti des frites fait maison. Entre guillemets. Donc la différence, c'est que c'est du fait maison, mais sauf que l'industriel, lui, il a réussi à faire passer le fait que c'était du fait maison parce que c'est dans sa dénomination. Donc faites attention à ça. Et donc, c'est voilà, les nouvelles réglementations depuis 2017. Donc, on doit avoir une lisibilité et une information plus importante. Donc là, normalement, vous devez voir que les produits sont écrits un tout petit peu plus gros en fonction de la taille du produit. Les substances allergènes doivent d'office être indiquées et visiblement bien indiquées, en surligné ou en gras. On doit avoir forcément la provenance ou l'origine, les mentions volontaires de l'étiquetage, on l'a vu tout à l'heure. Et s'il y a des produits risques d'allergènes qui font moins de 5%, ils doivent être stipulés aussi sur l'emballage. Pareil pour le bio. Si c'est du bio, qu'est-ce qui est bio? Est-ce que c'est la farine qui est bio? Est-ce que c'est le chocolat qui est bio? Sur le yaourt aromatisé, est-ce que le bio, c'est, je dirais, l'arôme qui est utilisé qui est bio? Voilà ce qu'il faut faire attention. Je vous mets aussi, mais ça vous aurez sur la vidéo, les étiquetages alimentaires, les produits, les informations obligatoires qui concernent les denrées alimentaires, donc les quelque chose, les infusions, les choses comme ça, tout ce qui doit être précisé. Ça fait aussi partie de la nouvelle réglementation. La lecture d'étiquette, donc là, la lecture, je dirais le caractère qui doit être utilisé. Alors pour les clayettes, Patrick, c'est finalement parce que, souvent on les met au frais et donc ça permet de les mettre, vous savez, c'est refermé aussi au niveau, de votre frigo et donc ça parce que ce qu'il faut enfin, la base quand même de l'œuf, c'est qu'il sort du cul de la poule. Donc l'œuf, si vous le mettez n'importe où, ça veut dire que les bactéries qui sont sorties du cul de la poule vont être aussi dans votre frigo. C'est pour ça qu'on les met sur une clayette et qu'on les met de façon fermée. Limite, on peut les laisser dans la boîte et que si vous nettoyez votre œuf, la coquille, elle est perméable. Donc ça veut dire que tout rentre dans l'œuf. Donc ça ne sert à rien. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on dit de faire attention sur tout ce qui va être mayonnaise, mousse au chocolat et ce genre de choses, puisque s'il y a une rupture de la chaîne du froid, potentiellement, vous allez avoir un microbiote qui va se développer et là, pas dans le bon sens. Voilà. Donc, là, je vous remets effectivement sur cette diapo tout ce qui doit être référencé, tout ce que nous devons avoir comme information. Le Nutri-Score. Donc, le Nutri-Score, il n'est pas obligatoire pour répondre à la question de Cathy tout à l'heure. Il est encouragé et c'est une demande, c'est l'industriel qui souhaite savoir s'il le met en avant ou pas. Maintenant, regardez, quasiment tous les produits ont un QR code. Tout simplement parce que l'industriel, il a intérêt à vous montrer que son produit il rentre dans les clous ou pas. Donc, de toute façon, tout le monde joue le jeu.
Le QR code, pas le QR code, le Nutri-Score, ça va de A à E et ça vous permet de comparer 2 produits comparables. Si vous comparez pain de mie et brioche, c'est pas comparable. Il y en a un qui est plus gras que l'autre. Donc forcément, vous en avez un qui va être dans les A ou dans les B et l'autre qui va être dans les C ou les D, voire les E. Donc faites attention à ça. Le but est de comparer 2 produits comparables. Et on compare protéines, lipides, glucides. On ne compare pas le sel, on ne compare pas ce genre s'il y a des additifs, s'il y a des choses comme ça. Alors que Yuka compare la quantité de sel, le don sucre, que nous ne comparons pas sur le Nutri-Score, et on ne compare pas non plus s'il y a beaucoup d'additifs, si c'est un produit ultra transformé ou pas. Donc le but, c'est vraiment de comparer 2 produits comparables. Et ça vous donne visuellement une information si le produit est de qualité nutritionnelle intéressante ou pas. Maintenant, j'en reviens toujours au même. Des chips, ça restera quand même plutôt dans le D ou dans le E. Sinon, si elles sont dans le A, c'est que c'est pas des vrais chips. C'est que ça voilà, c'est que ça fait pas craque quand vous la mangez, quoi. C'est pas voilà. Donc vraiment comparer 2 choses comparables. Là où il faut avoir aussi un esprit critique, c'est que, par exemple, l'eau, c'est forcément A, on va pas vous mettre un Nutri-Score. Vous savez que c'est que de l'eau. Par contre, le Coca Light ou les boissons light où c'est vraiment 0 là, on peut vous mettre que c'est A parce qu'il y a pas de sucre. Mais c'est quand même ultra transformé. À vous de savoir où il faut faire la part des choses. Donc voilà. Donc il y a des gens qui vous disent: «Ah ben oui, et moi je bois du soda light parce que c'est A». Ben oui, mais en fait, vous avez une quantité de sucre, de faux sucre sur votre journée qui est hyper importante. C'est hyper acide, enfin bon, est-ce que c'est réellement bon pour votre santé? Je ne suis pas sûre. Donc le Nutri-Score, en fait, c'est un logo qui vous permet de savoir si le produit est cohérent et je vous répète, protéines, lipides, glucides, ça s'arrête là. Alors que, Yuka va jouer sur, tout ce qui va être, les acides gras saturés, sur, les fibres alimentaires, sur la quantité de sel, sur, la quantité de sucre, sur les additifs ou ce genre de choses. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc ça vous aide à choisir sur 2 produits du même rayon. Je me répète, on compare bien 2 choses identiques. Et donc la différence avec Yuka, je vous disais, c'est que Yuka, on va avoir le don sucre qu'on a vu tout à l'heure. On va aussi avoir, si c'est un produit ultra transformé ou pas, la quantité d'additifs et la référence aux bons ou mauvais acides gras qui peuvent composer ce produit. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est intéressant parce que ça permet de développer un esprit critique. Maintenant, j'aurais tendance à dire que, si vous achetez des produits basiques pour cuisiner à la maison, vous savez exactement ce que vous achetez dans le produit, vous n'avez pas besoin de ça. C'est plutôt pour des produits ultra transformés. Donc, est-ce que les produits de meilleure qualité coûtent vraiment plus cher? On l'a vu tout à l'heure avec mon exemple des sticks de poisson. En fait, je pense qu'il faut comparer chaque produit avec un équivalent et que, des fois, des produits sortent de la même chaîne de distribution, qu'ils soient de marque ou pas de marque. Mais, il faut comparer ce qui est comparable et surtout, je pense qu'il faut essayer, par le biais de la liste des ingrédients et par le biais du tableau de composition nutritionnelle, d'avoir un esprit critique sur, est-ce que vraiment j'achète le produit qui m'est présenté et dont est-ce que la dénomination correspond bien à ce que j'achète ou à l'idée que je me fais de ce produit-là? Est-ce que vous avez des questions? Faites-vous confiance en tout cas. Vous savez si vous faites bien ou pas bien. Et il y a des jours où on fait pas bien parce qu'on n'a pas envie de faire bien, c'est tout, on fera mieux le lendemain. Mais c'est pas le Nutri-Score ou le Yoga qui va nous faire culpabiliser encore plus. Merci Laure. On passera aux questions dans quelques instants. On va terminer cette visioconférence pour l'enregistrement. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le texte « Cliquez ici ». Je vous mets le lien dans le chat, comme ça vous pouvez y aller encore après. Je vous invite à consulter notre chaîne YouTube pour revoir les replays et le replay sera normalement cet après-midi de cette visioconférence sera disponible cet après-midi. N'hésitez pas à partager le lien de nos prochaines visioconférences, c'est movadom.eventbrite.com puisqu'apparemment vous avez aimé cette visioconférence. Le podcast et le livre audio, c'est sur le site movadom.com/livre ou /podcast et vous retrouvez toutes les nouveautés de cette thématique du déménagement des seniors. Prochaine visioconférence, c'est demain matin à 10h30. Qu'est-ce que être aidant?
sur l'aide des personnes âgées ou personnes handicapées, une nouvelle thématique. Encore merci à la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine et la CNSA pour le financement de cette visioconférence, pardon. Si vous avez des questions, envoyez un petit mail à Gwendoline sur contact@movadom.com. Merci beaucoup Laure, c'était très De rien, intéressant. merci à vous. On va s'ouvrir les micros et se poser plein de questions. On se retrouve tout de suite. Merci à tous, au revoir.